Bonjour, nouvelle vidéo sur l'introduction au chapitre fréquentiel. On a vu précédemment l'utilisation des lois des nœuds et des lois de Kirchhoff d'une manière générale était tout à fait possible. On va continuer sur notre lancée, cette fois avec des tensions. Et on va, ici en l'occurrence, on va utiliser une méthode graphique par le biais des vecteurs de Fresnel. Alors qu'est-ce qu'on nous demande de déterminer? On nous demande de déterminer VBC, c'est-à-dire cette tension qui est ici, à partir des deux autres tensions U et VA qu'on a là, de l'impédance ZA, qui est en notation complexe, on remarquera qu'il n'y a qu'une partie réelle, les tensions instantanées U de T qui s'expriment ici. Par contre, on n'a pas d'informations complémentaires sur les deux impédances ZB et ZC. Ici, c'est I, hein, c'est pas T. En fait, c'est I avec une barre au-dessus, la barre colle en fait, au caractère. Alors, les vecteurs de Fresnel, c'est une représentation graphique par vecteur des grandeurs électriques sur lesquelles on peut appliquer les opérations d'addition et de soustraction. Ici, on a clairement une maille. Donc on a U aux bornes d'une impédance ZA et d'un groupement d'impédances. Alors, petite remarque, ce schéma-là, on peut un peu le simplifier, c'est-à-dire je peux le représenter sous une forme, comme ceci, avec deux impédances en série. On aura toujours ZA en premier, mais ici, on aura Z2Q, Z équivalent, qui est égal en fait à la mise en parallèle de ZB avec ZC. Voilà. On a le même courant qui traverse les deux impédances, et les tensions sont donc VA et VBC. Ça ne change pas. Et aux bornes de tout ça, on a U. Voilà. Donc on peut faire effectivement la loi des mailles. La loi des mailles, oui c'est ça. Donc on va commencer par ici, loi des mailles. Et on peut écrire, si je la parcours dans ce sens-là, c'est-à-dire comme ça, c'est U moins VA moins VBC égale 0. Donc on peut écrire que VBC c'est U moins VA. Voilà. Alors on peut aussi la représenter sous forme vectorielle, c'est-à-dire qu'on peut dire que VBC en notation vectorielle c'est aussi U moins VA. Alors je précise quand même que si j'utilise cette notation-là, c'est parce qu'on a ici des représentations temporelles sinusoïdales de nos grandeurs électriques, et dans ce cas, les vecteurs s'appliquent sans aucun problème. C'est-à-dire que les deux signaux sont à la même fréquence, enfin bref, vous connaissez la chanson, on en a déjà beaucoup parlé. La représentation vectorielle, qui est une autre façon de voir les choses, au même titre que les complexes, sont très facilement applicables si tout est en forme sinus, et en particulier ici, en utilisant les vecteurs de Fresnel. Alors, maintenant, mon problème, c'est pas tant d'exprimer U, enfin de rechercher VBC par rapport à U, mais c'est VA mon problème, parce que VA, là, je n'ai pas non plus sa notation temporelle. Mais, ce que l'on voit, c'est que ZA, ici, est purement réel. Il n'y a pas de partie imaginaire dans l'expression que j'ai là. Ça veut dire tout simplement que ZA, c'est une résistance, qu'on pourrait appeler RA, qui aurait la valeur de 12 ohms. Donc la tension VA, ici, n'a pas de déphasage par rapport au courant qui la traverse. Ça, c'est une propriété des dipôles que vous devez connaître sur les résistances. Parce que ZA est une résistance, on peut dire qu'il n'y a pas de déphasage, donc pas de déphasage entre la tension à ces bornes et le courant qui la traverse. Donc ici, entre VA et I. Alors je vais l'écrire comme ceci, je peux l'écrire aussi comme ceci. Alors s'il n'y a pas de déphasage, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. Ils ont exactement le même alignement. En revanche, VA, la valeur de VA en tant que module, ça correspond à la résistance RA que je multiplie par le module de I. Ce qui veut dire qu'au niveau vectoriel, ça revient à dire que j'ai VA qui est égal à RA
fois I, et Ra étant une constante. D'accord? Donc, on peut dire aussi que l'argument de VA, ou l'angle à l'origine, si vous préférez, c'est égal à l'argument de I. C'est la même chose, puisqu'ils sont en phase. Or, ici, on voit que on a l'argument de I qui est égal à moins pi sur 12, donc je vais l'écrire ici, finalement là on a moins pi sur 12, et on a ici le courant, le module du courant qui vaut 5 ampères, Zeta vaut 12, donc on peut dire que VA, son module, c'est égal à 60 volts. D'accord? 5 fois 12. Donc voilà, là on a déjà deux données importantes, c'est-à-dire que je peux tracer le vecteur VA. Alors en notation polaire, on écrira 60, point virgule, moins pi sur 12 comme représentation. Donc au niveau vectoriel, on va avoir les deux vecteurs qui vont être parfaitement alignés l'un sur l'autre, ils sont collinéaires. Et ensuite, comme on connaît ici VA, on peut aussi, entre parenthèses, interpréter U assez facilement. Le vecteur U, il a pour module 127, et comme argument, plus pi sur 6. Voilà. Donc après, sachant cela, alors, si j'utilise cette notation-là, ça veut dire que je vais tracer par rapport à, sur un repère orthonormé, je vais utiliser l'origine, le point d'origine ici 0, 0, comme référence pour faire mon tracé. D'accord? Et à partir de là, je vais pouvoir faire mes opérations graphiques. Alors on va basculer sur GeoGebra, j'ai déjà un petit peu préparé la chose. Voilà, donc là vous avez la représentation ici. Vous retrouvez en bleu le vecteur U, qui a pour module 127 de longueur, 30 degrés, alors par rapport à cet axe ici, hein, on a 30 plus 30 degrés, puisqu'on tourne dans le sens trigonométrique, on aura plus 30 degrés en montant comme ceci, voilà. Sur le même repère, vous pouvez me dire que c'est un peu bizarre, mais on a le droit de représenter en Fresnel aussi les courants, sachant que les échelles doivent être justes. Comme on a un vecteur de longueur 5 et de moins 15 degrés d'angle, eh ben on l'a représenté ici. Alors je l'ai mis en noir volontairement pour le différencier de U. Et la longueur, effectivement, est beaucoup plus petite que U, ce qui est normal vu les longueurs de module. Ensuite, ici, j'ai exprimé ZA, qui valait 12, et ensuite, donc, on fait le produit ZA fois I. Alors là c'est un peu bizarre, hein. Ça, ce sont des coordonnées, ce ne sont pas des angles. D'accord? Ce sont les coordonnées du point de l'extrémité du vecteur. Donc si je demande à ce que GeoGebra me le dessine, voilà ce que ça donne. Donc on a bien I et VA qui sont parfaitement collinéaires l'un à l'autre. J'ai fait directement le produit ZA fois I. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à déterminer? C'est-à-dire VBC, la tension qui est aux bornes de l'impédance équivalente, qui vaut U moins VA. Si je la trace, alors il me la trace ici, ce qui est normal parce qu'il a aussi comme point de repère toujours les coordonnées, mais là vous avez cette représentation vectorielle de VBC. En réalité, elle est comprise entre là et là, cette représentation, puisque c'est VA plus VBC qui est égal à U. Donc on va l'écrire, on va le dessiner. Alors les vecteurs, je prends le point d'origine là, je le pousse jusqu'ici. Alors la précision, ça peut être discutable, hein. Et donc ce vecteur U, c'est mon vecteur VBC en translation qui viendrait se positionner là. On peut avoir les longueurs de ce vecteur. Alors je vais déterminer la longueur du vecteur VBC tel qu'il avait été calculé, et on va la comparer avec la longueur de U pour vérifier qu'on a bien les mêmes choses. Longueur de U, donc là il nous dit 94,62, si je mets VBC, il me dit 94,62 aussi, donc c'est exactement la même longueur, le même module. Et l'angle, est-ce que l'angle est conservé aussi? L'angle de U, 56,64, si je mets VBC, j'ai 56,64 aussi. Donc ce vecteur-là correspond à VBC,
dès lors qu'on fait l'addition VA plus U. On a bien VBC ici, et donc on retrouve en bleu notre vecteur U. Voilà, ça c'est la représentation de Fresnel, qui permet de très rapidement déterminer nos vecteurs, ce qui est quand même plus simple, en tout cas en premier lieu, c'est plus simple que de faire les calculs directement. Par contre, il faut faire attention au niveau de la précision. Voilà, on va passer donc maintenant sur la seconde méthode, la méthode calcul. Alors on va faire la même chose avec maintenant la méthode par calcul. J'ai rappelé ici les valeurs qu'on avait retrouvées sur le diagramme de Fresnel. 95 de module, 56 degrés mesurés en degrés, ça donne 19/60e pi, on va dire. Alors maintenant, par calcul. Comment on va procéder? Donc on rappelle la structure du schéma sous la forme simplifiée, où on a ici deux impédances au final, Z de Q. On rappelle que Z de Q, c'est la mise en parallèle de ZB et ZC, qu'on ne connaît pas. Voilà, on a un courant I qui traverse les deux impédances, une tension I au bord de tout ça. Donc finalement, ça, on peut aussi se mettre sous une autre forme, un peu plus simplifiée, c'est-à-dire on peut utiliser une seule impédance, qu'on appellerait ZT, bande de laquelle on aurait U et I. Et comme les deux impédances ici sont en série, bah ZT, c'est égal à ZA plus Z de Q. Voilà, donc la stratégie va être la suivante. Première chose, on va calculer ZT ici avec la loi d'Ohm. Puis, on va rechercher Z de Q ici à partir de cette expression. Et pour finir, bah, Z de Q a pour tension à ces bornes VBC et le même courant I qui traverse. C'est ce qu'on a ici. Donc, par la loi d'Ohm, on retrouvera VBC. Donc voilà la méthode. Premièrement, on calcule ZT, l'impédance totale du montage. Ensuite, on recherche Z de Q en utilisant l'association des impédances. Puis, on repasse ici avec la loi d'Ohm pour calculer VBC. Alors, commençons par déjà déterminer ZT. Première méthode, Z de T. Donc, par la loi d'Ohm, on peut écrire ceci. On connaît ici le module de U, le module de I, l'argument de U, l'argument de I. Donc sous forme polaire, on peut écrire donc ça se met sous une autre forme un peu plus facile. Voilà. Alors, toute cette méthode de calcul a été déjà développée précédemment dans les vidéos d'introduction. Je vous invite à les revoir si vous n'êtes pas à l'aise encore avec ça. Il faut revoir peut-être aussi un peu les maths, parce que c'est simplement de la représentation en face du calcul complexe. Alors, ça, je vais le garder sous cette forme. Ici, on peut... Et donc là, le résultat de ça, ça me donne pi sur 4. Voilà, ça c'est ZT. Alors, cette forme-là, c'est OK à ce stade, mais c'est pas juste, c'est pas suffisant pour nous, parce que quand on passe à l'étape 2, ici, on va faire une opération, une addition. La forme polaire, c'est pas idéal, il va falloir transformer donc ZT sous forme algébrique. Donc à l'étape 2, on peut écrire que Z de Q s'écrit sous cette forme. Par contre, il faut que donc on passe à la forme algébrique de ZT. Donc ZT égale donc le module 127 cinquième cos pi sur 4 plus J sinus pi sur 4. Voilà. Alors je vais vite, mais en fait c'est assez simple, hein, il faut revoir. N'hésitez pas à refaire le calcul par vous-même.
Cos pi sur 4, sinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. On trouve au final 127 cinquièmes fois racine de 2 sur 2 plus j 127 cinquièmes fois racine de 2 sur 2. Alors, cette écriture, c'est pas idéal. Vous pouvez calculer directement les valeurs numériques ici. Si vous faites le calcul en arrondissant un petit peu, on trouve 18 hein, pour tout ça, quoi. Et comme on le retrouve là, on aura cette forme-là. Donc ça, c'est ma forme algébrique de ZT. On est en valeur intermédiaire pour notre calcul. Maintenant, ce qu'on veut, c'est Z de Q. Donc, 18 plus J18 pour ZT moins ZA. ZA n'a qu'une valeur réelle. Il n'y a pas de valeur imaginaire. On peut rajouter directement comme ceci. Donc ça me donne, moins 12, je dis une bêtise. Voilà, moins 12. Et donc ça me donne Z de Q est égal à 6 plus J18. Voilà. Alors ça, c'est pareil. Cette forme-là, elle pourrait suffire, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est VBC. Et donc appliquer la loi d'Ohm, c'est-à-dire une division. Cette forme-là ne me suffira pas, il va falloir la retransformer sous forme polaire. Je vais quand même l'encadrer, puisque c'est une valeur intermédiaire. Étape 3, on applique la loi d'Ohm. Et ici, on passe en forme polaire pour Z de Q. Ou exponentielle complexe, hein, c'est la même chose. Donc, il nous faut le module. Il y a la racine carrée de 6 au carré plus 18 au carré. Alors ça me donne 19, si on arrondit. Et puis, il me faut donc l'argument. On va écrire un peu mieux quand même, faire l'effort, c'est pas évident, mais voilà. Et donc ça, c'est l'arctangente de 18 sixièmes, c'est-à-dire 3. D'accord. Et donc là, normalement, vous devriez trouver... Alors, j'ai mis en radian directement 4 dixièmes de pi. Donc, on peut écrire Z de Q sous cette forme, 19 facteur exponentiel J4 dixième de pi. Voilà. Donc là, on a une forme polaire qui va être plus facile à traiter pour la suite. C'est-à-dire ici. Que je multiplie par I. Alors I, c'est 5 exponentielle moins J pi sur 12. Et ça me donne donc un VBC qui sera égal à 95 facteur de EJ. Et là, on retrouve 19 soixantième pi. Voilà. Voilà la méthode de calcul. Bon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait précédemment sur les courants. Il n'y a pas de raison que ça change. Si on utilise des complexes, les mêmes propriétés s'appliquent aux deux types de grandeur. Voilà, donc encore un élément important à maîtriser pour passer à la suite sur les fonctions de transfert.